La parole est à Monsieur Pascal Popelin, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues. Il est des textes qui prennent davantage la lumière que d'autres et nous avons pu le mesurer au cours de ces dernières semaines. Pour autant, le projet de loi dont nous abordons aujourd'hui l'examen en séance contribue lui aussi une évolution majeure, un progrès pour notre démocratie, une modernisation de la vie territoriale de notre pays. En supprimant le conseiller territorial, imaginé puis créé dans la douleur par la précédente majorité, nous voulons conserver aux régions et aux départements leur indépendance et consacrer la spécificité de ces deux collectivités qui se sont forgées au cours des dernières décennies. Nous évitons également un recul inédit dans la mise en œuvre du principe constitutionnel de parité. En dénommant pour l'avenir les conseils départementaux, les actuels conseils généraux, et en prévoyant leur renouvellement en une seule fois plutôt que par moitié, nous proposons une meilleure lisibilité des assemblées départementales aux électrices et aux électeurs. Combien de fois avons-nous en effet été interpellés par des citoyens qui s'étonnaient de ne pas être appelés aux urnes pour les élections cantonales, tandis que ceux du village voisin, de la rue du côté, parfois en zone urbaine, étaient invités à s'exprimer. En instaurant un mode de scrutin novateur, majoritaire et binominal, pour l'élection des conseillers départementaux, nous maintenons l'ancrage territorial qui sied à ces élus de proximité, tout en permettant à la parité de gagner les dernières assemblées où elle n'a pas progressé depuis le grand mouvement lancé en 2000 à l'initiative de la gauche. En fixant un cadre strict au pouvoir exécutif qui dispose de la prérogative de procéder à l'indispensable redécoupage cantonal, nous créons les conditions d'irréprochabilité d'un exercice toujours regardé avec suspicion, toujours considéré comme sensible. Nous prenons en compte le principe constitutionnel d'égalité du suffrage, que l'absence de refonte générale de la carte cantonale depuis 2 siècles a méconnu. Et nous nous efforçons, au-delà du critère démographique prédominant, de tenir compte de la diversité des territoires de notre grand et beau pays. En abaissant le seuil d'habitants à compter duquel les élections municipales auront lieu désormais au scrutin de liste majoritaire avec prime proportionnelle, nous étendons à 13 360 communes un mode de scrutin moderne qui a fait ses preuves, qui permet l'émergence de majorités solides et la représentation des oppositions, qui garantit la parité dans les conseils municipaux comme dans les exécutifs. En prévoyant l'élection des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale au suffrage universel direct, par voie de fléchage lors des élections municipales, nous consacrons un échelon décisionnel en voie de généralisation sur l'ensemble du territoire de la République, disposant d'une fiscalité propre et de compétences transférées de plus en plus importantes. Il était légitime que les EPCI disposent d'instances directement choisies par les citoyens. En reportant à mars 2015 l'organisation des élections départementales et régionales, nous évitons la tenue de 5 élections l'année prochaine, dont 3 le même jour. Outre la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité matérielle à assumer une telle organisation dans de bonnes conditions, il me semble cohérent pour les électeurs de disposer pour l'avenir que l'élection des conseillers départementaux et des conseillers régionaux aura toujours lieu au même moment et que l'élection des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux aura lieu, elle aussi, à une date unique, mais différente. Chacun peut donc en juger, ce texte est ambitieux et novateur à bien des égards. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'a pas manqué de susciter l'intérêt, à tout le moins à ce stade, du concentré d'experts électoraux que forment les membres de nos assemblées parlementaires. Le Sénat ne l'a pas adopté, pour des motifs qui ont permis une majorité de rejet et d'abstention, mais qui n'auraient pas rendu possible la constitution d'une majorité de contre-projets.
Il n'en a pas moins longuement débattu et votre rapporteur a fait le plus grand cas des travaux toujours précieux de la Haute Assemblée pour enrichir sa propre réflexion et nourrir quelques amendements dont le ministre a bien voulu rappeler qu'ils avaient été adoptés par notre commission. La commission des lois de notre Assemblée a donc beaucoup travaillé, puisqu'après la discussion générale à laquelle nous avons consacré une réunion spécifique, il nous a fallu pas moins de 5h30 pour examiner les 26 articles du projet de loi ordinaire et les 3 articles du projet de loi organique qui en découlent, articles pour lesquels plus de 400 amendements avaient été déposés, dont environ un quart a été adopté et a donc été intégré au texte qui vient en discussion en séance aujourd'hui. Je ne doute pas que nous puissions approfondir nos échanges. Si je me fonde sur le nombre de motions de procédure et d'amendements déposés pour ce débat, et comme c'est de la discussion que jaillit la lumière, je suis confiant quant à l'issue de nos travaux pour le plus grand avantage de cette belle cause à laquelle je sais que nous sommes tous attachés au-delà des différences qui peuvent nous séparer, l'amélioration du fonctionnement de notre démocratie. Ce texte comporte de nombreuses entrées qui touchent de nombreux sujets. Une telle richesse a stimulé les esprits et les amendements. Beaucoup proposent de supprimer des articles du texte parce qu'en fait, leurs auteurs ne veulent pas de ce texte. Leur discussion permettra de confronter nos arguments sur le bien-fondé des changements proposés, si difficile que le mot changement sonne à l'oreille de certains de nos collègues. D'autres amendements s'éloignent de l'objet du texte ou anticipent sur des sujets à venir. Je pense à l'acte 3 de la décentralisation, je pense à la limitation du cumul des mandats ou à la refonte générale d'un certain nombre de principes de notre droit électoral pour l'efficacité de nos travaux. Et sans me prononcer sur le fond, cher collègue Sauvadet, vous comprendrez qu'en tant que rapporteur, je n'exprime pas d'avis favorable lors de leur discussion. Beaucoup de ces amendements pourraient d'ailleurs être considérés comme des cavaliers d'un point de vue constitutionnel. Avant de revenir sur les principaux points d'évolution du texte adopté par la commission des lois, je voudrais dire ma conviction sur quelques-uns des points qui ne manqueront pas de nourrir nos débats. Ma première conviction est qu'il n'existe pas de mode de scrutin conjuguant toutes les qualités que nous pourrions appeler tous ensemble de nos vœux. Il est légitime de vouloir que le mode de désignation de nos représentants soit le reflet le plus fidèle de la diversité des opinions. Il ne l'est pas moins d'avoir pour ambition que les élus aient un lien direct avec les électeurs qui les choisissent et une forme de proximité avec les territoires qu'ils représentent. Le législateur doit aussi se préoccuper du caractère gouvernable des assemblées délibérantes issues du suffrage. Et chacun peut convenir que ces impératifs, tout aussi importants que les autres, ne peuvent se conjuguer avec la même force selon le mode de scrutin choisi. Ma deuxième conviction est qu'une majorité ne doit jamais faire le choix d'un mode de scrutin en fonction du résultat supposé favorable que celui-ci serait censé permettre d'obtenir. Beaucoup, mes chers collègues, s'y sont essayés et cet artifice a toujours déçu parce que les électrices et les électeurs, quel que soit le mode de scrutin en vigueur, savent se l'approprier pour faire le choix qu'ils entendent faire. Ma troisième conviction est qu'il convient, en conséquence, de se fonder pour déterminer la caractéristique que l'on souhaite privilégier sur la fonction de l'Assemblée qui doit être élue, sur la nature des missions qui sont celles de ses membres. Ainsi, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire lorsque nous avons examiné à cette tribune la proposition de loi abrogeant le conseiller territorial, la vocation première des régions, consistant à exercer un rôle de programmation des projets structurants des territoires, qu'il s'agisse des grands aménagements d'équipements, des infrastructures de transport, des politiques de développement économique et de formation professionnelle, ou encore de la création d'activités et d'emplois, un scrutin à dominante proportionnelle, corrigé d'une prime majoritaire, tel que celui adopté en 2003 et appliqué en 2004 et en 2010, me semble adapté. Les départements, pour leur part, exercent des missions de proximité. Principaux opérateurs de la solidarité, ils sont les collectivités d'accompagnement des Français à toutes les étapes de leur vie et face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ils sont le partenaire privilégié du bloc communal, auquel ils apportent un soutien logistique, matériel et financier, bien souvent indispensable. Les élus départementaux doivent donc disposer de l'ancrage territorial que confère le scrutin majoritaire.
Ils ne peuvent néanmoins demeurer les seules enceintes démocratiques de notre République, laissant la parité à leur porte. Et c'est de ce raisonnement qu'est née la proposition du scrutin majoritaire binominal qu'il nous est proposé d'instaurer pour les élections départementales. Un temps important de nos débats a été consacré en commission à la question du redécoupage cantonal. J'avoue avoir été surpris des arguments employés par certains de nos collègues. Il y avait là une manière de nier la réalité, avec tant de force et d'aplomb que cette posture m'est apparue comme une volonté de parer ce mode de scrutin proposé de mots qui lui sont étrangers afin de mieux le récuser. Car enfin, mes chers collègues, et même si je sais bien que vous y reviendrez parce que je commence à connaître la méthode, ce n'est pas l'instauration du scrutin majoritaire binominal qui génère l'obligation d'un redécoupage cantonal. C'est notre Constitution. Si le conseiller territorial avait vécu, il aurait bien fallu découper les nouveaux cantons d'élection de ses élus. Et si nous avions fait le choix d'en revenir au mode de scrutin antérieur des élus départementaux, supprimé par la droite lors de la création du conseiller territorial, qui peut croire qu'il aurait été possible d'en revenir au canton actuel, dont la délimitation, le ministre l'a rappelé, pour les 2/3 d'entre eux, date du consulat en 1801. Je sais bien que le propre des conservateurs est de vouloir conserver. Nous en avons la démonstration chaque jour dans cet hémicycle. Mais dans le cas qui nous occupe, cependant, ni le Conseil constitutionnel, ni le Conseil d'État n'auraient laissé faire, tout simplement parce que l'ancien, le bien trop ancien découpage cantonal violait de manière bien trop grave le principe constitutionnel d'égalité du suffrage. La littérature juridique est généreuse en écrit sur ce principe qui peut être résumé par un adage simple, un citoyen, une voix, et qui pose comme une exigence que l'influence d'un électeur exerce sur la composition d'une assemblée délibérante soit d'un poids égal à l'influence exercée par tous les autres électeurs. Et pour tenter d'entamer l'ardeur des dénégations qui ne manqueront pas et qui ne manquent pas déjà d'être opposées à mes propos, mais aussi pour dénoncer un faux procès qui commence à être repris par les commentateurs, puisqu'une publication portant le nom de l'endroit dans lequel nous nous trouvons à l'instant n'hésitait pas à titrer la semaine dernière un redécoupage qui maltraite les territoires ruraux, je voudrais rappeler les propos du ministre Philippe Richert. Alors qu'il défendait au Sénat, le 7 juin 2011, la loi portant création du conseiller territorial, il disait ceci: « Nous n'avions jamais eu, dans toute l'histoire de notre pays, à faire face à une réforme aussi généralisée de la délimitation des cantons. De ce fait, au-delà du principe posé par le Conseil d'État, il n'existe pas aujourd'hui de règle générale qui s'impose de façon définitive. Nous devons donc veiller à ce que ce remodelage soit effectué sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des dérogations que le Conseil d'État admet lorsqu'elles sont motivées par des impératifs d'intérêt général. » Ce qui était une vérité hier, mes chers collègues, demeure une vérité aujourd'hui, et la loi que nous examinons ne prévoit rien d'autre. Pour terminer, je voudrais dire en quelques mots les principales améliorations apportées au texte par la commission des lois. En lien avec le sujet que je viens d'évoquer, j'ai proposé d'introduire quelques marges de manœuvre permettant de déroger à l'application des critères strictement démographiques pour le redécoupage des cantons. Le dernier alinéa de l'article 23 dit que des considérations géographiques et d'autres impératifs d'intérêt général pouvaient exceptionnellement autoriser à s'en affranchir. Nous y avons ajouté la notion de répartition de la population sur le territoire et d'aménagement du territoire. Afin de donner une souplesse supplémentaire et de favoriser l'émergence des majorités, nous avons prévu un nombre de nouveaux cantons arrondis à l'entier supérieur impair. La Commission, après en avoir largement débattu, et sans que le choix opéré n'ait recoupé d'ailleurs les clivages politiques habituels, a décidé, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, d'étendre aux communes de 500 habitants et plus le mode de scrutin que le texte du gouvernement prévoyait pour les communes de 1000 habitants et plus. Nous avons aussi diminué le nombre de membres de conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants, répondant à une demande, pour le coup, largement exprimée par toutes les associations d'élus. De manière consensuelle, nous avons aussi décidé de généraliser dans toutes les communes l'obligation de dépôt de candidature pour les élections municipales par souci de clarté et de transparence.
S'agissant de l'élection des conseillers intercommunaux, dont nous avons introduit une nouvelle appellation par amendement, nous avons aussi voulu préciser le lien organique qui lie le mandat municipal et le mandat intercommunal. Nous avons enfin introduit un assouplissement à la règle du fléchage par le haut de la liste, afin qu'il ne soit pas de facto obligatoire que les mêmes élus cumulent les principales responsabilités municipales et intercommunales. Enfin, nous avons souhaité mettre fin à la possibilité de reversement de l'écrêtement des indemnités d'élus. Désormais, les sommes dépassant le montant du plafond dans les 7 catégories de collectivités et EPCI concernés seront reversées au profit du budget de la collectivité. Pour conclure, mes chers collègues, je vous invite à suivre l'avis de la commission des lois qui a adopté ces 2 projets de loi ainsi amendés. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le rapporteur.